Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième interview. Pour vous présenter, je suis Anthony Hand, je suis le cofondateur de GoMind. Pour ceux qui m'ont jamais vu, GoMind, qui on est une entreprise spécialisée dans le développement web et mobile avec une option software craftsmanship et une notion éco-conception. Et aujourd'hui, pour cette cinquième épisode, on rencontre du coup Maxime Dubois qui est cofondateur d'EcoCode. Salut Maxime. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est EcoCode. Alors, Maxime, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter. Qui es-tu? Oui, donc Maxime Dubois, moi je suis responsable de production chez Snap. C'est une agence bordelaise de développement de services numériques spécialisée dans les applications mobiles. J'ai 20 ans d'expérience dans la gestion de projets numériques innovants. Et puis donc aujourd'hui, j'interviens aussi en tant que cofondateur d'EcoCode, dont on va parler après, qui est un projet qui a été initié par Snap justement il y a quelques années et qui est porté aujourd'hui par un collectif qui s'appelle Green Code Initiative, sur lequel on va aussi revenir, je pense. Top, merci pour cette présentation. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse tous, c'est qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, toi, à travailler dans le domaine du green coding? Oui, donc comme je disais, hein, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'informatique. À titre personnel, j'ai toujours été un peu écolo. Et en 2018, j'ai vraiment eu une prise de conscience assez forte des enjeux, notamment liés au climat, mais pas que, de diversité, etc. Et donc, j'ai changé pas mal de choses à titre personnel. Et puis, j'ai cherché aussi comment, à titre professionnel, dans mon activité, je pouvais essayer d'avoir de l'impact ou de réduire l'impact, justement, quand il s'agit d'essayer de préserver un petit peu la planète. Donc, il se trouve qu'à cette période-là, il y a eu le projet EcoCode qui a commencé chez Snap, donc on est fin 2019, avec l'université de Pau. Et donc, ça m'a permis de vraiment plonger dans ces problématiques-là de numérique responsable, de green coding. Et c'est devenu une activité importante chez Snap qu'on essaye de porter via EcoCode, mais aussi via d'autres activités, d'autres initiatives. D'accord, ok, très bien, merci. Et alors, tu me parles beaucoup d'EcoCode. Alors, pourquoi l'avoir créé? Quel était le but? Alors, l'idée initiale vient d'un chercheur donc, de l'université de Pau qui s'appelle Olivier Le Goher, qui nous regarde peut-être aujourd'hui, qui avait eu l'idée d'utiliser un outil qui s'appelle SonarCube, que les développeurs connaissent bien, pour détecter des mauvaises pratiques de codage en termes notamment de consommation d'énergie sur les applications Android, parce que c'est vraiment son domaine de spécialité. Et il se trouve que comme chez Snap, on est spécialisé aussi dans les applications mobiles, ça faisait sens de travailler ensemble. En plus, voilà, il y a la proximité géographique puisque Snap est à Bordeaux. Donc, le projet est né comme ça, en fait, d'un partenariat entre l'université de Pau et Snap, et porté vraiment sur les applications mobiles Android dans un premier temps. Et puis, assez rapidement, on a identifié qu'il y avait un projet assez similaire qui était porté par le collectif Green IT, sur la base des 115 bonnes pratiques. Mais qui lui portait plutôt sur des technos web ou en tout cas n'était pas focalisé sur le mobile. Et donc naturellement, les deux projets ont fusionné. Donc en 2021, il y a eu la fusion des deux projets sous la bannière EcoCode. Et puis on s'est structuré petit à petit, ça a donné naissance au collectif Green Code Initiative en 2022. Donc c'est un collectif qui réunit à la fois des entreprises, l'université de Pau, des individus, avec cette même volonté de proposer des outils de green coding. Voilà, des outils vraiment à destination des développeurs pour essayer de réduire l'impact des systèmes numériques. D'accord, ok. Et vous couvrez quel type de langage, justement? Alors, donc sur la partie mobile, on couvre Android en Java et prochainement en Kotlin. On est en train de travailler dessus. On couvre iOS en Swift. Et puis après, on a des plugins Java, Python, PHP, JavaScript, HTML. Et puis, l'idée, c'est que ça s'enrichisse rapidement. On accueille tous les experts qui le souhaitent pour venir enrichir d'autres technos, d'autres langages. Voilà, c'est ouvert, c'est collectif. Donc, venez. Ok. Et en termes de sobriété numérique, ça a plus forte raison sur mobile ou sur desktop? Je pense que c'est pertinent dans tous les cas, vraiment. C'est vrai que sur mobile, on a constaté qu'on peut appeler une ébriété. Hein. Clairement, les applications sont de plus en plus grosses. Il y a un phénomène d'obsolescence qui est très fort sur les applications mobiles et sur les terminaux mobiles. Et donc l'idée d'EcoCode, de vraiment EcoCode mobile au départ, c'était
de réduire la pression sur la batterie pour limiter le nombre de cycles de batterie de recharge pour vraiment augmenter la durée de vie des terminaux. Donc ça, c'était vraiment l'objectif initial. Et aujourd'hui, on voit plus large. Hein. L'idée, c'est simplement de réduire l'impact du code, que ce soit en termes de conso d'énergie, de transfert de données, etc. Donc c'est vraiment essayer de déployer des bonnes pratiques de codage, de sobriété au niveau du développeur. Okay. Donc c'est un outil de sensibilisation finalement. Hein. Ça permet d'amener les développeurs à se poser des questions et puis peut-être à remettre un petit peu de conscience dans la façon dont ils codent. Parce qu'on code souvent par habitude, on a appris des choses, on a des outils qui sont de plus en plus, qui proposent de plus en plus de fonctionnalités intégrées. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu des assemblages de bibliothèques qui viennent de différents endroits et sans forcément remettre en question leur impact. Donc ça permet aussi de se poser ces questions-là et d'essayer de coder de manière plus sobre. D'accord. J'en profite aussi pour notre audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que Maxime et moi puissions vous y répondre. Voilà. Ok. Et moi, j'avais une autre question, Maxime. Comment toi, tu définirais justement ce domaine qu'EcoCode englobe, qui est le green coding? Pour moi, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui s'adressent aux développeurs ou en tout cas aux équipes techniques qui permettent de réduire l'empreinte écologique et pourquoi pas sociale, même si dans le terme green coding, on recouvre plutôt la partie écologique, mais dans le numérique responsable, on voit plus large et chez EcoCode, on a aussi l'envie de voir plus large. Mais en tout cas, voilà, des outils qui permettent de réduire donc l'empreinte au moment de la phase de développement. Donc ça vient en complément des phases de conception en amont. Et puis de tout ce qu'on peut faire en termes de mesures au moment de l'exécution ensuite. Ça vient vraiment s'articuler entre ces deux phases. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quels sont les avantages de l'utilisation du green coding dans le développement de logiciels pour toi? Les avantages directs, ça va être la réduction de la consommation d'énergie, par exemple, de l'impact écologique de manière générale, donc l'usure des terminaux et des batteries, c'est ce que je disais tout à l'heure. Limiter les volumes de données échangées. Et puis, voilà, de manière un peu indirecte, ça va être la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation de ressources en eau, de ressources abiotiques. Et puis, ça a des impacts sociaux aussi, hein, puisque derrière tout ça, après, il y a l'extraction de matières premières qui se fait dans des conditions qui ne sont pas toujours très propres. La fabrication des terminaux qui se font dans des pays éloignés dont on ne maîtrise pas grand-chose. Donc tout ça, ça a des impacts qu'on peut réduire simplement en faisant attention à la façon dont on code. Même si de prime abord ça peut être contre-intuitif, voilà, il y a quand même un gros volume de base de code qui est produit régulièrement et le fait de se poser la question de comment on produit cette base de code, déjà ça a un impact. Et puis après, il y a un impact un peu indirect, on va dire, qui est ce que je disais, c'est-à-dire la sensibilisation des développeurs et le fait de prendre l'habitude de faire attention à la façon dont on code les choses, finalement, ça permet de développer mieux, ça permet de s'améliorer dans ses pratiques, d'aller essayer peut-être de nouvelles pratiques, de sortir un peu de ses habitudes, en tout cas de les remettre en question. Et donc c'est vraiment une logique d'amélioration continue et c'est quelque chose, c'est vrai que nous on a l'habitude de pratiquer chez Snap et que pas mal d'entreprises pratiquent, mais de le faire à titre individuel sur ces pratiques de codage, c'est aussi intéressant. Effectivement, ouais, c'est plutôt intéressant. Et en termes d'impact indirect, justement, est-ce que tu vois des impacts indirects justement sur justement ces avantages? Pour moi, vraiment, ouais, ce que je disais, c'est à la fois la sensibilisation et puis le fait que ça peut aussi créer des ponts, des liens entre des personnes qui n'étaient pas forcément amenées à se rencontrer. Voilà, ça amène à des discussions éventuellement entre les équipes de développement et les équipes de conception sur des sujets qui n'étaient pas forcément abordés jusque-là. Donc ça, je pense que ça a plein d'impacts. En tout cas, le fait de se poser des questions et de remettre en cause les habitudes, ça a toujours des impacts plutôt bénéfiques en général. Ok. Donc, de ce que je comprends, c'est que ça concerne pas uniquement les développeurs, mais ça concerne aussi, par exemple, toutes les équipes autour, comme par exemple les équipes produits. Oui, tout à fait. Même si effectivement aujourd'hui l'éco-conception c'est souvent vu. D'ailleurs, dans le terme éco-conception, il y a conception, donc c'est vrai que c'est souvent vu comme une étape en amont, c'est-à-dire que on pense plus facilement aux fonctionnalités qu'on va pas développer ou à la façon dont on va mettre en place une ergonomie pour qu'elle soit sobre. Et on pense pas forcément à la phase de développement. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer du pont entre les équipes sur ces sujets-là. Effectivement, ouais. Et du coup, toi aujourd'hui, c'est quoi les défis auxquels tu es confronté en tant que professionnel du...
en tant que cofondateur plutôt d'EcoCode? Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vrai qu'on parle pas mal d'éco-conception et de numérique responsable en France aujourd'hui, mais c'est pas forcément aussi largement répandu à l'étranger. Donc, il y a un défi vraiment d'évangélisation, on va dire, hein, d'aller essayer de convaincre les développeurs des autres pays et en particulier d'autres continents surtout d'adopter ces pratiques-là. Et puis aujourd'hui, quand on parle numérique responsable, c'est vrai que le green coding, c'est un sous-ensemble et un petit sous-ensemble du numérique responsable. Et comme je le disais, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup aujourd'hui à parler de la phase de conception. On parle aussi beaucoup d'outils de mesure. C'est très bien, hein, les deux sont vraiment importants et ça s'oppose pas, vraiment, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que nous, on se positionne vraiment sur la phase de green coding et c'est aujourd'hui un domaine qui est assez peu outillé, il y a assez peu d'outils qui existent, de projets. Alors ça commence à venir, il y a pas mal d'initiatives. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, on est parti de rien. Et EcoCode, ça a été un des premiers outils justement de green coding qui s'est déployé à large échelle. Donc voilà, on a essayé de se positionner là, d'une part parce que c'était notre domaine de compétence, donc ça avait du sens de travailler sur ce sujet-là, mais aussi parce qu'il y avait vraiment une demande, en tout cas un manque d'offres. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une demande, hein, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'activités, de dynamique autour d'EcoCode, beaucoup d'utilisateurs, et notamment pas mal de grands groupes. Donc, c'est qu'il y avait vraiment une appétence pour ces sujets-là. Maintenant, il y a un nouveau défi qui se profile, c'est que qui dit intégration d'un outil comme celui-là dans un grand groupe, il dit quand même un certain nombre de questionnements sur l'impact que ça va avoir sur les équipes et sur la justification d'embarquer un outil comme celui-là. Voilà, en gros, trouver l'équilibre entre la conduite du changement que ça va amener et puis le gain réel que ça va proposer. Et donc là, on est un petit peu challengé sur la justification des différentes pratiques qu'on va proposer dans l'EcoCode et éventuellement la mesure de ces pratiques pour vraiment être capable de faire des choix éclairés, de prendre ou non certaines règles en fonction de l'impact que ça va avoir en termes de charge de travail par rapport aux gains que ça va vraiment générer en termes de consommation d'énergie, par exemple. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et pareil, c'est un domaine sur lequel il y a assez peu d'outils et en particulier sur mobile, par exemple. Et donc on y travaille, on essaye soit de nouer des partenariats avec des entreprises ou des collectivités qui ont ce genre d'outils, ou alors de développer nous-mêmes au sein du collectif. Il y a des entreprises qui travaillent sur des outils de mesure, avec l'idée justement d'avoir sur chacune des règles des indicateurs clés qui permettent de mesurer le poids et le gain de chacune des règles. D'accord. Ok, intéressant. Alors Maxime, on a notre première question, justement, qui nous vient de la part de Yoann Le Sueur, que je salue d'ailleurs, et merci d'être tout le temps présent. Comment peut-on mesurer l'impact et comment, après un passage EcoCode, peut-on mesurer cette différence? Alors justement, ce que j'essayais de dire, c'est que EcoCode, c'est pas un outil de mesure, et ça c'est important pour nous parce que c'est vraiment pas, c'est un domaine sur lequel il y a déjà d'autres entreprises ou collectifs qui se sont positionnés. EcoCode, c'est vraiment un outil qui va permettre de détecter dans le code ce qu'on appelle des mauvaises pratiques, des bad smells. Donc ça repose sur un outil bien connu qui s'appelle SonarCube, qui est un outil de qualité de code normalement, hein, qu'on a étendu nous avec des règles d'éco-conception. Et donc l'idée, c'est vraiment que à l'analyse statique du code, on va détecter des pratiques qui nous semblent perfectibles, sur lesquelles il y a des alternatives peut-être moins énergivores ou plus respectueuses de l'environnement. Et donc ça se passe vraiment de manière statique, un peu comme un correcteur orthographique finalement. C'est-à-dire que c'est au moment où j'écris mon code que je vais avoir des alertes, ou alors au moment où je vais lancer ma phase de compilation de mon projet, je vais avoir des alertes éventuellement. Mais c'est pas la phase d'exécution. La phase d'exécution, EcoCode n'intervient pas du tout. Donc quand je parle de mesure, c'est vraiment de mesurer justement ce qu'on va appeler la mauvaise pratique relativement à la bonne pratique. Je prends un exemple tout simple. Si j'ai deux façons de faire une concaténation de chaînes de caractères, je vais comparer les deux façons de faire. Je vais mesurer sur 1 million d'itérations de ce petit bout de code-là la consommation électrique, par exemple. Et puis, ça va me permettre de dire qu'une pratique est 10 fois plus énergivore que l'autre. Et donc, ça lève une règle EcoCode qui va être qu'il vaut privilégier la pratique qui est moins énergivore. Maintenant, on n'a aucune idée du nombre de fois où cette ligne de code va être appelée en réalité ensuite, puisque ça va dépendre de plein de choses. Donc, on n'est pas capable, nous, de mesurer l'impact réel d'EcoCode.
Donc on peut effectivement utiliser d'autres outils de mesure, mesurer son logiciel avant le passage d'EcoCode. Ensuite, on utilise EcoCode, ça lève des alertes, on corrige, et ensuite on remesure. Mais nous, en tout cas, au niveau d'EcoCode, on ne va pas être capable de fournir ces indicateurs-là, et c'est clairement pas le domaine sur lequel on travaille. D'accord. Et en termes justement de chantiers en cours sur ces sujets-là, est-ce que vous avez des chantiers actuellement? Oui, ben justement, l'idée c'est de s'outiller pour mesurer les bonnes et les mauvaises pratiques et pouvoir, comme je le disais, avoir des indicateurs sur le gain potentiel d'appliquer une bonne pratique. Et après, c'est aux développeurs finalement de multiplier ça par le nombre d'appels de ce bout de code-là dans son code. Et puis, en extrapolant sur le nombre d'utilisateurs, mesurer un petit peu ce que ça peut représenter en gain. Nous, ce qu'on fournit, c'est vraiment de manière unitaire, ce bout de code-là est plus efficace que celui-là. Ok, d'accord, très bien. Et justement, est-ce que tu as des différentiels reconnus dont tu veux nous parler justement pour ce côté de mesure d'impact environnemental? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles d'EcoCode, elles sortent pas de nulle part. Il y en a une partie, comme je disais, qui a été proposée par un chercheur, donc ça vient vraiment d'un travail de recherche, de recherche à la fois dans la documentation officielle de Google et d'Apple, mais aussi dans les différentes publications scientifiques. On s'est basé aussi sur des référentiels qui sont reconnus, comme les 115 bonnes pratiques, comme le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Donc c'est vraiment des référentiels qui sont assez généralistes, mais dans lesquels on peut trouver des pratiques qui s'appliquent à l'analyse statique de code, parce que c'est quand même un sous-domaine qui est très limitatif. On ne peut pas détecter tout à l'analyse statique. Donc il y a vraiment un travail à faire de notre côté pour, dans ces bonnes pratiques, identifier celles qu'on peut intégrer dans EcoCode. Et puis après, il y a aussi la communauté au sens large qui propose des règles. Et donc là, l'idée, c'est quand on propose une règle, n'importe qui peut proposer une règle, mais c'est d'amener des preuves par la mesure, par exemple, de la pertinence de la règle. Totalement. Et justement, aujourd'hui, comment les entreprises peuvent inciter justement leurs équipes à adopter des pratiques de développement ou d'éco-conception plus écologiques, sujet. La première chose, justement, c'est peut-être de mesurer avant et après. Donc, de mesurer, d'outiller ensuite les équipes avec des solutions comme EcoCode, mais il y en a d'autres, pour essayer de réduire l'impact et puis d'avoir des indicateurs qui sont suivis dans le temps, parce que c'est un peu, on va dire, une sorte de défi de réduire l'impact d'un service numérique, ou en tout cas de ne pas l'augmenter à chaque mise à jour, parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que c'est des services qui sont vivants, qu'on met à jour régulièrement, donc d'avoir comme ça un suivi de l'impact de ce qu'on a fait. Il y a un petit côté défi, un petit côté gamification avec des indicateurs qui peuvent remonter à chaque build, par exemple. Et puis après, il y a un autre aspect aussi, et là on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la sensibilisation, c'est de participer à ce genre de projet. Et souvent, on constate, en tout cas au sein du collectif, que les membres qui nous rejoignent ont d'abord été des utilisateurs, donc ils ont intégré EcoCode dans leur process, et puis soit ils ont eu envie de l'enrichir parce que le projet leur plaisait, ou soit ils ont détecté des manques dans leur activité, dans leur process, et donc ils viennent pour combler ces manques, et donc ils enregistrent le projet pour répondre à leurs besoins, mais ça bénéficie à toute la collectivité. D'accord, ok. Et aujourd'hui, on va plutôt aussi s'annoncer à notre audience qui sont des développeurs. Comment eux, aujourd'hui, peuvent-ils intégrer des pratiques plus respectueuses dans leur travail au quotidien? Justement, il y a ces outils-là qui viennent s'intégrer aux environnements de développement existants. Donc EcoCode, ça vient s'intégrer dans votre IDE et ça peut, à chaud, vous donner des indications sur ce que vous êtes en train de coder. Ça s'intègre aussi aux chaînes d'intégration continue. Donc là, ça permet aux responsables techniques, aux DevOps, de mettre en place un certain nombre d'outils qui viennent créer ce qu'on appelle des quality gates, c'est-à-dire des niveaux de qualité, des seuils de qualité attendus au moment où on va livrer du code. Et puis, c'est encore une fois remettre en question ces pratiques, ne pas hésiter à questionner un petit peu les habitudes ou les solutions toutes faites qu'on peut trouver quand on fait une recherche. On a besoin d'une bibliothèque, on cherche. On va prendre celle qui nous semble bien. Est-ce qu'on intègre l'éco-conception et le coût de cette bibliothèque dans la réflexion? Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir du moment où on se pose la question déjà. En général, il y a pas mal de choses qui viennent en place naturellement. Ok.
Et aujourd'hui, vous enfin, EcoCode, depuis que ça a été créé, je pense que voilà, vous avez aussi un peu mesuré un peu ses performances, vu un peu le nombre de users, etc. Est-ce que vous avez des indicateurs concrets justement sur l'adoption de l'outil EcoCode? Ouais, on en a plusieurs. Alors déjà, comme c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub, on a les contributeurs et les contributions qui sont visibles publiquement. Donc on peut voir l'évolution du projet et l'évolution de sa dynamique. Ça, c'est un premier indicateur qui est important pour nous, parce que ça, et pour les utilisateurs aussi, parce que ça montre aussi que c'est un projet justement qui est vivant, qui est dynamique. Et donc ça permet d'être un peu rassuré quant à l'adoption de cet outil-là. Après, on a aussi sur notre site web un formulaire de contact, et donc le nombre de contacts entrants, c'est aussi un indicateur pour nous de l'intérêt qui est porté au projet. Et clairement, on a eu une accélération ces derniers mois du nombre de contacts entrants, donc c'est plutôt positif. Et puis après, on a pas mal d'échanges en direct aussi avec les entreprises qui utilisent EcoCode, et notamment pas mal de grands groupes. Et il y a récemment un club utilisateur qui s'est monté avec un certain nombre d'entreprises, une vingtaine d'entreprises qui utilisent EcoCode. Donc on parle quand même d'acteurs assez importants comme Crédit Agricole, RTE, Enedis, Banque de France, Page Jaune. Enfin, voilà, c'est vraiment des grosses entreprises qui intègrent EcoCode à leur process. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques, de remonter les questions, les points de blocage, etc. Et donc pareil, là on voit qu'il y a une vraie dynamique, un engouement autour du projet. Et c'est très positif. Et donc voilà, c'est un ensemble d'indicateurs, un ensemble de faisceaux qu'on suit et qui en tout cas confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérêt pour ce projet-là, pour cette problématique-là, et le fait qu'EcoCode réponde à un vrai besoin. Ok, ça marche. Et merci beaucoup pour cette réponse. Et comment tu t'assures que les solutions que vous développez sont pérennes? Alors le premier point, c'est que, comme je le disais, c'est un projet open source. C'était vraiment important pour nous dès le départ que ça le soit, parce que c'est un projet de bien commun. C'est clairement quelque chose qui a vocation à venir s'enrichir des expériences de chacun. On n'a clairement pas la prétention de savoir couvrir toutes les plateformes, tous les langages, et d'avoir la capacité de le faire en termes de ressources aussi. Donc ça, c'était un premier point important. Et puis c'est porté, comme je disais, par un collectif vraiment ouvert, avec des entreprises, des personnes individuelles, des indépendants, des collectivités, des universités, des chercheurs. Enfin voilà, tout le monde gravite autour comme ça, et ça enrichit le projet et ça le rend beaucoup plus résilient. Et puis après, on essaye aussi de nouer des partenariats avec les entreprises. Alors il y en a qui se font naturellement. On est même contacté par des entreprises pour organiser des hackathons. Par exemple, un Crédit Agricole a décidé d'organiser un hackathon autour d'EcoCode il y a 2 ans. On a remis ça l'année dernière. On remettra ça l'année prochaine. Donc c'est vraiment, voilà, on voit qu'il y a des choses qui se passent au niveau des entreprises, et donc ça permet aussi d'avoir une crédibilité du projet auprès des grands groupes. Et puis on développe petit à petit aussi des offres commerciales autour, parce que un projet open source c'est important, mais le fait qu'il y ait des offres commerciales autour, ça permet aussi d'avoir un tissu économique et d'avoir une certaine sécurité sur notre capacité aussi à venir l'enrichir, à dégager du temps pour l'enrichir. Donc il commence à y avoir des interventions qui sont faites autour d'EcoCode, même si la vocation première du projet c'est vraiment de rester gratuit open source, mais il y a des services qui peuvent se faire autour du projet. Bien sûr, bien sûr. Et c'est super intéressant. Et est-ce que vous avez des objectifs de faire des hackathons avec d'autres entreprises que Crédit Agricole, des événements? Alors on travaille, oui, parce qu'encore une fois, il y a pas mal d'engouement pour ces événements-là. C'est vrai que au précédent hackathon, il y avait une centaine de participants, il y avait des dizaines d'entreprises partenaires. Donc on va conserver ce format-là avec le Crédit Agricole, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on se prive pas d'en organiser d'autres à différentes échelles avec d'autres partenaires sur des sujets peut-être un peu plus spécifiques. Et puis donc il y a cet aspect-là, et puis il y a le fait qu'on dans les offres commerciales qu'on est en train de réfléchir, il y a le fait de développer des règles pour des entreprises. Et donc ça, typiquement, on a un cas client aujourd'hui, parce qu'on a développé quelques règles pour la Société Générale. Donc on l'a fait en partenariat avec eux, on a travaillé ensemble sur la définition des règles. Des développeurs du collectif et de Snap ont développé les règles, et c'est la Société Générale qui va les reverser au dépôt. Donc c'est aussi une façon de contribuer au projet si on n'a pas forcément de la disponibilité ou la possibilité de coder des règles.
c'est de travailler à leur définition et puis de financer leur développement. Ok, d'accord. Et à côté de ça, justement, voilà, on parle beaucoup de partenariat avec les entreprises, des Cocotte Challenge, ces choses-là. Est-ce que ça fait partie aussi de vos travaux de sensibilisation avec les parties prenantes? Bah oui, clairement. De toute façon, le hackathon, là, c'est vraiment un temps fort du projet. Et on voit que c'est à cette occasion qu'on a, d'une part, on recrute, entre guillemets, des contributeurs, hein, c'est vrai. Et dans toutes les entreprises qui sont partenaires, il y a des développeurs dont on libère du temps pour venir participer au hackathon. Et donc, c'est aussi un moyen de sensibiliser les équipes. Après, ils reviennent dans leurs équipes, ils présentent ce qu'ils ont fait, ils ont contribué au projet, donc c'est assez valorisant en plus. Et donc, c'est vraiment, ouais, c'est un bon moyen de sensibiliser. D'accord, ok. Et dans un futur plus ou moins proche, qu'est-ce que vous souhaitez proposer avec les autres membres des équipes pour proposer aux users justement des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leur développement? Alors, comme je disais, il y a, le projet il est par vocation extensible à tout un tas de technos et de langages. Hein. Donc, on a commencé par celle que j'ai citée tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait adresser. Donc, il y a cet aspect-là. Et on va avoir un développement, on va dire, horizontal des cocodes où on va avoir plus de langages couverts, plus de techno couvertes. Donc là, on a vraiment besoin d'experts dans ces technos-là, dans ces langages-là, pour pouvoir identifier les mauvaises pratiques et puis créer les règles qui correspondent. Et puis après, il y a d'autres domaines d'activité qu'on pourrait adresser avec des règles spécifiques. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple, ou à tout ce qui concerne l'infrastructure avec Docker, Kubernetes. Il y a probablement des choses à faire sur ces domaines-là. Et puis après, comme je le disais, c'est un collectif, c'est vivant, c'est un projet open source. Donc parfois, il y a des idées qui arrivent comme ça, un peu de nulle part, et puis qui donnent naissance à des projets qui deviennent presque prioritaires parce qu'ils sont suffisamment matures pour être portés par la personne qui l'a amené, par exemple. Donc on est assez agile par rapport à la roadmap, mais on a quand même défini un certain nombre de sujets sur lesquels on a envie de travailler. La priorité aujourd'hui étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment structurer toute la partie mesure et validation des règles qu'on propose pour rassurer les utilisateurs et leur permettre de faire des choix éclairés dans l'activation ou non des règles. Et du coup, c'est un sujet peut-être un peu vaste, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA et de l'éco-conception? Est-ce que pour toi, c'est compatible? Alors, comme tu dis, c'est un sujet très vaste. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA en ce moment et qu'on parle aussi pas mal de ses impacts négatifs. Il y a quand même pas mal d'usages de l'IA qui peuvent être très intéressants. Et nous, à notre échelle, dans le projet EcoCode, c'est vrai qu'on y réfléchit parce que c'est clairement, ça peut venir outiller les utilisateurs d'EcoCode avec un assistant qui pourrait aller plus loin que la simple détection d'un morceau de code qui ne serait pas conforme. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc c'est aussi pour ça que je parlais de l'IA tout à l'heure. Ça peut être un sujet pour EcoCode, c'est-à-dire essayer de fournir des règles pour les développeurs d'IA pour essayer de détecter des mauvaises pratiques, mais ça peut être aussi un outil pour EcoCode pour venir l'enrichir et le structurer un peu. Donc c'est des questions auxquelles on réfléchit, même si aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'axe concret de travail là-dessus. D'accord, ok. Et sur cette partie recrutement, aujourd'hui, c'est quoi vos principaux besoins pour le collectif? On a besoin de tout. On a besoin de toutes les bonnes volontés, clairement. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le collectif, comme je disais, on a des personnes individuelles donc il faut ça sur leur temps libre. On a des personnes qui sont là aussi sur leur temps de travail. C'est mon cas, par exemple, en tant qu'employé de Snap, je contribue au projet EcoCode parce que Snap est une des entreprises impliquées dans le collectif. Mais clairement, plus on est nombreux, plus ça permet d'aller vite sur plein de sujets différents. Parce que c'est un projet qui est très riche. Donc, on cherche aussi bien des développeurs, des experts techniques. On a aussi un gros besoin de communication. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de faire de la communication autour des cocottes, sont les bienvenus. Des graphistes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire pour porter le projet, essayer de le rendre un peu plus visible, un peu plus structuré. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. D'accord, ok. Bah, écoutez, j'incite à tous ceux qui nous regardent de rejoindre le collectif. J'en fais moi-même partie. J'espère aussi y participer un peu plus dans le futur. Et une façon d'y participer finalement. Hein. Tu vois, quand on parle de communication, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut imaginer, c'est-à-dire venir présenter EcoCode dans différents contextes
Alors, on le fait déjà sur certains salons, certains événements. Voilà, on a participé au Brestcamp, on va participer à BDX.io. Donc, il y a des événements comme ça sur lesquels on est présent. Et nous donner la parole, c'est déjà un bon moyen de faire connaître le projet et de participer à l'aventure. Merci. Merci. Merci à toi d'en faire partie du coup. On a une question qui vient de popper avec Dylan de Souza, que je salue d'ailleurs. Alors, côté infrastructure, pourriez-vous donner des exemples de problématiques et de choix possibles dans l'idée d'éco-conception? Alors, à titre personnel, non, je ne saurais pas répondre à cette question, mais je sais que lors du précédent hackathon, il y a eu des choses qui ont été proposées en ce sens, justement. Voilà. Là, j'ai pas la réponse à la question, mais je t'invite, Dylan, à aller faire un tour sur le GitHub, dont on donnera probablement le lien après, et d'aller voir un peu les issues qui ont été entrées à ce sujet-là et de voir si ça fait sens. Et c'est aussi un bon moyen de contribuer au projet, c'est d'aller amener des idées comme ça, même si on n'est pas capable forcément ensuite de les concrétiser. Amener des idées sur le GitHub, c'est un bon moyen aussi de faire avancer les choses. Yes, carrément. Et merci Dylan pour ta question. Et aujourd'hui, comment les développeurs ils peuvent se tenir informés des dernières tendances en matière de green coding? Est-ce que tu as des petits tips, toi, en tant qu'expert? Oui, alors moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est vrai que je trouve que c'est un réseau sur lequel il y a une bonne dynamique sur ces sujets-là. Il y a pas mal de partenaires d'EcoCode qui publient pas mal de choses, qui ont des blogs, etc. Les blogs, c'est un bon moyen aussi d'aller chercher des infos. Alors, je pense, quand je parle d'entreprises notamment qui sont plutôt orientées sur les problématiques de mesure, il y a GreenSpector, Hublot, Frugger qui proposent pas mal de choses. Il y a Zenica aussi qui propose un outil sur l'éco-conception qui est vraiment bien fait. greenIT.fr, je parlais d'eux tout à l'heure, mais ils ont un blog, ils publient pas mal de choses. C'est un bon moyen de se tenir informé aussi. Chez Green Code Initiative, on a ouvert une chaîne YouTube aussi sur laquelle on publie les replays de toutes les conférences qu'on peut faire. Donc, sur la problématique vraiment du green coding et d'éco-code en particulier, il y a ce canal-là éventuellement. Et puis, il y a Greenterview, qui est un bon moyen de se tenir au courant des pratiques de green coding, une fois par mois. Donc, c'est un bon canal aussi. Voilà. Puis après, le meilleur moyen, je pense, ça reste de participer à des projets parce que je le vois dans le collectif Green Code Initiative, il y a beaucoup d'échanges. On a un Slack sur lequel on échange sur le projet, mais aussi où on partage des choses de veille qu'on voit passer, etc. Et donc, c'est vraiment un bon moyen de se tenir informé. Et justement, à travers ça, est-ce que tu connais des projets hors EcoCode qui justement contribuent justement à un numérique beaucoup plus responsable? Oui, comme je le disais, j'ai cité des entreprises, il y en a certaines qui ont des projets open source. Je pense à Scaphandre notamment, le projet d'Hublot qui est open source, alors qui est plus orienté sur la mesure, mais justement qui est complémentaire avec EcoCode. Je pense que c'est le seul qui me vient là comme ça, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et encore une fois, le fait de commencer à s'intéresser à la question et d'aller explorer un peu tous les blogs dont j'ai parlé, là, c'est un bon moyen d'aller chercher ces infos. Totalement. Et quelles sont aujourd'hui aussi pour nos auditeurs les features d'EcoCode qui permettent aux entreprises de se rendre compte de leur empreinte carbone en matière de développement logiciel? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on va pas vraiment raisonner en empreinte carbone directement au niveau d'EcoCode, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va utiliser EcoCode sur un projet, ou sur tous ces projets, ça va lever un certain nombre d'alertes, on va dire, sur des mauvaises pratiques qui sont détectées. Le volume d'alerte déjà et puis leur seuil de gravité, c'est un bon moyen déjà de mesurer un peu la qualité de ce qu'on a fait et de voir la marge d'amélioration qu'on a. Donc rien que ça déjà, ça fournit un indicateur, je pense, qui est intéressant. Puis c'est un indicateur qui est facile à suivre dans le temps, comme je le disais tout à l'heure. EcoCode va s'intégrer facilement aux outils d'intégration continue, donc on peut facilement, à chaque fois qu'un développeur pousse du code, vérifier quel est l'impact sur la note globale du projet. Ok. Et aujourd'hui, comment toi tu envisages un peu l'avenir du green coding? C'est quoi ta vision sur les 10 prochaines années, par exemple? Alors déjà, ce que je disais tout à l'heure, je suis plutôt optimiste sur le côté dynamique. Vraiment, on sent un vrai engouement pour ces questions-là. C'est un peu finalement la déclinaison des problématiques qu'on peut avoir au niveau de la RSE ou du bilan carbone, etc. À l'échelle des développeurs, c'est-à-dire comment à son échelle on peut contribuer à ces problématiques-là.
On sent qu'il y a vraiment une vraie appétence pour ces questions-là. Donc je pense qu'il y aura une adoption quand même assez massive de ces problématiques et donc des outils associés. Alors qu'elles soient volontaires ou même peut-être contraintes, parce qu'on voit aussi de plus en plus des normes, des lois qui sont votées en ce sens-là. Et donc, quand on a besoin de prouver que notre site est sobre, on a besoin d'outils pour être capable d'une part de mesurer, mais aussi de s'améliorer. Et donc, clairement, on va avoir de plus en plus de demandes, je pense, sur ces questions-là. Je le vois aussi, cet avenir, on le voit plutôt communautaire. Alors, c'est peut-être un biais parce que EcoCode, c'est un projet collectif, mais je vois la force que ça amène, en fait, de travailler vraiment main dans la main entre des entreprises, des individus, des universités, des chercheurs. Et on a vraiment, en quelques mois, donné une grosse impulsion au projet comme ça. Donc, je vois que c'est très efficace, et le côté open source aussi, hein, qui permet d'aller dans ce sens-là. Et puis après, il y a des entreprises spécialisées vraiment sur ces questions-là qui nous permettent d'outiller tout ça et d'aller plus vite. Et après, il y a une option qui n'est pas exclue, hein, c'est que ce soit récupéré par les GAFAM notamment, parce qu'il y a un moment où forcément ça va prendre de l'ampleur. Et donc là, il y a un gros point d'interrogation derrière après de ce que ça va donner. Mais je pense que dans tous les cas, là, la problématique est vraiment, elle vient de la base et elle est adressée par les développeurs directement. Et c'est ce qui explique, je pense, cette dynamique aujourd'hui. D'accord, ok. Et justement aussi, ça c'est important que les entreprises véhiculent ces sujets-là, que ce soit aussi les développeurs, mais c'est aussi important que notre gouvernement s'implique sur ces problèmes de législation. Et justement, aujourd'hui, toi, c'est quoi ta vision côté gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Déjà, il y a cet aspect sensibilisation qui est important et qui est plutôt bien fait aujourd'hui. Il y a notamment la DINUM, donc la Direction interministérielle pour le numérique, qui référence les outils au sens large, mais aussi les outils de numérique responsable et d'éco-conception. Donc EcoCode est référencé dans le référentiel de la DINUM notamment. Donc ça permet de trouver les outils dont on a besoin en fonction de ses problématiques et de son environnement. Et puis après, clairement, il y a, comme je le disais, l'aspect normes et lois qui va probablement venir jouer dedans. Et on a des étiquettes de performance énergétique, de réparabilité pour les appareils aujourd'hui. On peut imaginer avoir quelque chose d'assez similaire pour les logiciels, pour les sites web, pour les applications mobiles, d'avoir une étiquette de performance, une espèce d'éco-score des applications mobiles et des sites web. Et d'ailleurs, c'est déjà des choses qui sont en cours de travail aujourd'hui par certains groupes. Ok. Et justement, comment aujourd'hui les consommateurs aussi comment nous on peut encourager les entreprises à adopter des pratiques de développement logiciel plus écologiques? C'est comme dans tous les domaines, je pense que déjà ça passe par le choix, c'est-à-dire que si on a le choix entre deux services équivalents et qu'on voit qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus sobre, alors soit parce qu'on voit qu'il se charge plus vite ou si on prend des applications mobiles, on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus légère que l'autre, c'est déjà de faire le choix de prendre celle qui paraît la plus sobre. Après, il y a des baromètres qui existent et notamment là, je sais que Green IT travaille beaucoup sur un baromètre et ils le publient tous les ans où ils passent tous les grands sites de e-commerce, les sites du CAC 40, les sites des startups, des licornes françaises, etc., pour essayer de mesurer un peu leur progression en termes d'éco-conception et d'éco-score de leur site. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de faire pression. Finalement, c'est un peu de challenger les différentes marques, les différentes entreprises sur les performances réelles de leur site, mesurées avec un outil. Et puis après, si je reviens sur l'exemple des applications mobiles, on a quand même un levier qui est hyper puissant, qui est de pouvoir noter les applications et mettre des commentaires sur les stores. Donc clairement, une application qui consomme toutes mes ressources, qui est énorme, qui prend la moitié de la mémoire de mon téléphone, avant de la désinstaller, c'est bien d'aller mettre une petite note en disant que voilà, je la désinstalle parce que clairement, je la trouve trop consommatrice et que je cherche quelque chose d'un peu plus sobre. Donc c'est aussi un bon moyen d'aller faire pression sur les éditeurs et sur les développeurs par ricochet pour essayer de produire des services un peu plus sobres. Ok. Et justement, à travers ça, on arrive justement vers la fin un peu de cette Green Interview.
aujourd'hui, comment participer de manière active au projet EcoCode? Alors, comme je le disais, il y a plein de façons de participer. Tous les profils sont les bienvenus. On a un Slack sur lequel on échange beaucoup et sur lequel toi tu es d'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu, y compris les personnes qui vont pas forcément développer du code. C'est vraiment un endroit sur lequel on va pouvoir discuter, amener des idées, proposer des événements auxquels on pourrait participer, etc. Donc, je pense qu'on mettra le lien vers le Slack en commentaire quelque part. Après, il y a le GitHub sur lequel se trouvent les projets, parce qu'on dit EcoCode, mais EcoCode, c'est un ensemble de plugins. Il y a un plugin par langage, donc c'est les projets EcoCode. Donc là, pareil, on peut, comme je le disais tout à l'heure, entrer des issues sur GitHub ou prendre des sujets et puis développer, faire des propositions, faire des pull requests qui seront ensuite évalués par la core team et puis pourquoi pas réintégrer au projet. Et puis, un vendredi sur deux, on se réunit en visio sur un outil qui s'appelle Tribal, qui est un outil de visio justement éco-conçu, donc c'est important pour nous de l'utiliser, et où on discute de la vie du projet, des sujets en cours. Et donc, pareil, c'est un moment où on peut venir faire des propositions ou simplement se renseigner sur l'avancement du projet, sur les sujets en cours, sur les priorités, etc. Ok, top. Et une dernière question, c'est, je dirais, qu'est-ce qu'on ferait pas sans EcoCode? Qu'est-ce qu'on ferait pas sans EcoCode? Je pense que probablement on continuerait à développer sans se poser de questions. En tout cas, on n'aurait pas ce système d'alerte qui finalement parfois nous met devant les yeux des choses qu'on verrait pas parce que c'est des habitudes de codage ou voire même on n'en a pas conscience. On s'est rendu compte parfois en travaillant sur des règles que c'est parfois contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a des pratiques de codage que tout le monde estimait comme étant des bonnes pratiques autour de la table. Et puis quand on mesure, en fait, on se rend compte que non, c'est contre-intuitif, mais il y a des façons qui nous paraissaient moins propres, mais qui sont en réalité plus économes en ressources, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'un développeur dans son coin ne va pas pouvoir forcément deviner. Et le fait d'avoir un outil comme celui-là, ça permet de mettre en évidence ces habitudes de développement qui ne sont pas forcément bonnes d'un point de vue en tout cas de l'impact sur la consommation d'énergie ou de ressources de manière générale. Et donc voilà, c'est ce que permet EcoCode qu'on n'aurait pas sans EcoCode. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, Maxime, alors merci beaucoup pour cette interview. Je vais laisser les équipes aussi partager justement le lien du GitHub pour qu'on puisse le voir. Et aussi, j'incite aux gens qui ont des questions à nous les poser. Vous avez 2 minutes pour nous poser des questions, puis après, on mettra fin à cette interview. Alors moi, j'en ai une. Alors du coup, je vais commencer les hostilités sur les sujets plus techniques. Est-ce que tu sais vers qui on peut se diriger du coup sur le Slack de EcoCode? Alors, quand on rejoint le Slack, de toute façon, on a un système d'onboarding, on va dire, on a un accueil qui est fait avec un canal welcome sur lequel on vient se présenter. Et puis après, naturellement, on présente un petit peu ce qu'on a envie de faire au sein du collectif. Et puis, soit on est recontacté par la bonne personne, soit après, il y a différents canaux. Donc, ça se fait assez naturellement, en fait. Il n'y a pas vraiment de parcours prédéfini. Il y a cet onboarding qui est fait là. Et puis après... ça se redirige tout seul en général. C'est assez dynamique en général, dans la demi-heure, on a une réponse. Top. Donc quelqu'un qui apparemment adopte l'outil. Salut Cyril, outil vraiment top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cyril, n'hésite pas à nous rejoindre. Je pense qu'il vous rejoindra de manière sûre. Alors, quelqu'un d'autre a une question, commentaire ou quelque chose à dire? Et du coup, là, moi, j'en ai encore une autre question. Le hackathon chez Crédit Agricole pour l'année 2024, vous avez déjà des dates? On sait comment faut s'inscrire? C'est encore tout récent. Là. Ça se fera probablement... habituellement, ça se fait au printemps et ce sera probablement pareil l'année prochaine. On n'a pas encore de date prédéfinie. On n'a pas de lieu encore non plus, même si a priori, ce sera plutôt en région parisienne parce que c'est central et que c'est plus pratique pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de personnes sur place et de se retrouver, parce que c'est aussi un temps vraiment convivial. Il y a des temps d'échange, il y a des conférences, il y a un petit cocktail dînatoire le soir. Enfin, c'est vraiment un moment
où c'est vraiment intéressant d'être sur place. Donc, c'est important pour nous que ce soit central. Voilà, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça aura lieu, ce qui est déjà un bon point. Et puis, dès qu'on en saura plus, de toute façon, ce sera communiqué sur les réseaux. Ok, ça marche. Et ben là, on a une question de la part de Cyril. Changer des habitudes, ça coûte en temps et en énergie, mais c'est une très bonne chose. Mais qu'en est-il des habitudes qui ne sont pas encore faites dans les écoles? Eh ben, c'est une très bonne question. Justement, Olivier, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui était à l'initiative du projet sur Android initialement, il est enseignant-chercheur et donc il intervient dans les écoles. Et justement, EcoCode, pour lui, c'est un outil d'enseignement, c'est-à-dire qu'il fait des TP sur EcoCode pour montrer aux étudiants qu'il y a des solutions concrètes qui existent. Et donc, vraiment, ça fait partie aujourd'hui du programme d'utiliser ce genre d'outils et d'être sensibilisé à ces questions-là. D'ailleurs, c'est entré dans la loi hein, récemment. Il y a une obligation pour toutes les universités et les écoles d'informatique d'avoir un cours sur l'éco-conception, en tout cas d'aborder le sujet de l'éco-conception dans leur programme. Et donc, EcoCode répond à cette problématique-là et permet aux enseignants d'avoir un outil clé en main pour faire des TP, par exemple, et habituer effectivement dès le début les développeurs à avoir de bonnes habitudes, en tout cas à se remettre en question. Ok, ça marche. On a aussi un petit commentaire de la part de Dylan. Pas de questions, c'était clair. Merci pour l'interview. Et écoutez, voilà, c'est la fin de cette Green Interview numéro 5. On se retrouve à la prochaine, le mois prochain pour la numéro 6. On annoncera bientôt le nouveau speaker. Une nouvelle surprise encore. Je vous remercie à tous. Merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.